Après avoir essayé dans les 2 premiers entretiens de vous raconter le destin de Jaurès, très rapidement, très brièvement, la surface de ce destin, je voudrais employer ce dernier entretien à tâcher de m'approcher de l'homme lui-même, tâcher de deviner qui il était dans son identité profonde. Quand Barrès était allé le voir sur son lit de mort, Barrès regardait, bouleversé, ses paupières closes sur ce beau regard bleu qu'il ne reverrait plus. Regard bleu, c'était la première chose qui frappait chez Jaurès. Un regard d'une pureté d'enfance, ces mots ne sont pas de moi, c'est de Léon Blum. Une sorte de lumière qu'il y avait dans ce regard. L'homme physique, comment était-il? Nous avons des tas de photos, des tas de portraits de lui, nous le voyons bien maintenant. C'était un homme assez petit. Il avait 1,68 m, c'est-à-dire la taille de Victor Hugo. Il était râblé, il n'avait pas de cou, il avait la tête qui posait directement sur les épaules. On disait qu'il était gros, non, à mieux regarder, on s'apercevait qu'il n'était pas positivement gros, il n'avait pas de ventre, mais il avait un torse, une espèce de poitrail. Il avait une barbe blonde et des cheveux blonds. Il est vrai que cette barbe était déjà blanche à 55 ans lorsqu'il mourra en 1914, et il tenait volontiers le visage levé. Je ne dis pas du tout dans un air arrogant, absolument pas. Vous savez qu'il y a des gens dont on dit qu'ils portent beau, je pourrais presque dire qu'ils portaient clair. C'était quelqu'un qui levait le visage avec une sorte de confiance dans les choses, dans l'avenir. Il avait des mains très solides, et quelqu'un m'a raconté, quelqu'un qui a 87 ans et qui l'a connu, m'a raconté qu'assez souvent, à la fin du repas, Jaurès se saisissait, en continuant à parler, une poignée, 2 poignées de noix, il prenait 4 noix dans chaque main, on entendait crac, 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 et il écrasait ses noix et il les mangeait tout en continuant à parler. Il avait une très belle voix, sonore et chantante, avec cet accent du midi, pas tout à fait le midi, vous savez, en France, quand on dit midi, on pense surtout à Marseille. J'entends là ce midi moins le quart, comme nous disions, qui était le Tarn. Il avait gardé cette petite pointe d'accent avec une infirmité, c'est trop dire, mais une impossibilité de s'habituer à prononcer le mot « avec », comme tout le monde en France. Jusqu'à la fin, il aura toujours dit « avez ». Venez vous promener avec moi, disait-il, toujours. C'était un homme également qui ne savait pas s'habiller, et pourtant qui avait beaucoup d'allure. Personne ne dira de lui qu'il était vulgaire, sauf de très bas ennemis. Et il était mal habillé. Deschanel, qui était l'arbitre des élégances à la Chambre, Deschanel, qui a été président de la République et qui avait été longtemps président de la Chambre, avait une formule qui répétait volontiers, disant « Monsieur Jaurès, les pantalons de Monsieur Jaurès ont moins de style que ses discours. » Ses jaquettes étaient assez mal fichues, ça tenait un peu à sa femme qui ne lui recousait pas les boutons, il y avait des taches. Ses pantalons, je dois le dire en effet, étaient un accordéon, et les cravates de Jaurès étaient célèbres parce qu'on sait par une indiscrétion, qu'il achetait ses cravates quand il y avait des soldes au bon marché, au rayon des soldes précisément, 2 pour 45 centimes. Il avait toutes sortes de difficultés avec ses chaussettes, peut-être par indifférence, il les perdait d'abord, il ne trouvait pas ses chaussettes le matin, et puis elles tombaient toujours sur ses souliers. C'était un homme courtois et gentil. Barrès est surpris de voir qu'un socialiste, Barrès est un monsieur, vous savez, du monde, qu'un socialiste puisse être à ce point courtois et bien élevé. Il était gentil aussi, il était tolérant quand on venait l'ennuyer, il ne montrait pas qu'on l'ennuyait. C'est Eric qui nous raconte qu'au journal L'Humanité, là dans la salle de rédaction, comme on dit où Jaurès rédigeait ses articles, quand en fin de journée il faisait son article, les camarades de l'Humanité s'arrangeaient pour se taire, pour pas l'embêter. Mais il arrivait toujours un fâcheux, un homme du dehors, qui s'amenait retentissant. Comment ça va Jaurès? Lui tendait la main. Alors au lieu de s'impatienter, il nous raconte Terry, Jaurès enlevait rapidement ses lorgnons à monture de fer, posait sa plume, répondait avec allégresse à son importun que ça allait toujours et faisait conversation jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Il était gai également. C'était pas un homme qui aimait raconter des histoires graveleuses, absolument pas, jamais il racontait d'histoires grivoises. Je ne dis pas qu'il faisait de mauvaises figures quand on lui racontait, mais simplement il n'enchaînait pas. Et cependant il était drôle sans méchanceté. Je vous dirais qu'un seul petit détail à ce propos. C'était dans le congrès de la salle Wagram en 1900, quand on se disputait tellement entre socialistes pour savoir s'il fallait participer ou non à un gouvernement bourgeois. Alors Marcel Samba, qui a été très célèbre dans le Parti socialiste, était à la tribune, déclarant « Moi, un portefeuille, j'aurais pas fait comme Mitterrand, un portefeuille, je l'ai repoussé du pied. » Et Jaurès, à mi-voix, a dit, mais très distinctement, du pied, mais il dit pas ce qu'il aurait fait avec la main. Eh bien ça, c'était le côté gentil, le côté souriant de Jaurès, mais pas familier, voyez-vous. Il était gentil, mais personne n'aurait eu l'idée de faire avec lui ce qui se fait, paraît-il, beaucoup dans le milieu parlementaire, où on se prend par les épaules, on se tape sur le ventre. L'idée de taper sur le ventre de Jaurès, ça ne venait à personne. Il faut que je dise un mot de l'orateur, puisque c'est surtout à cause de l'orateur qu'il est connu encore aujourd'hui. L'orateur Jaurès, je crois qu'il a été effectivement exceptionnel. Nous l'avons là-dessus quelques témoignages importants. Les 2 meilleurs, je crois, sont ceux de Jules Renard dans son journal et de Trotsky dans ses mémoires. Jules Renard nous donne des détails précis. Il dit « Jaurès s'avançait le plus près possible de son public. Il ne se mettait pas au centre d'une scène quand il était sur une scène, il venait tout au bas et il parlait pour les premiers rangs, rarement pour les gens du fond.
Il voulait voir des visages, il voulait essayer de s'adresser directement à chaque individu et de le convaincre, parce que c'était ça sa préoccupation. Il ne cherchait pas les applaudissements, il ne cherchait pas à éblouir, croyez-moi. Il cherchait à convaincre, à persuader les gens. Les gens qui l'écoutaient avaient le sentiment qu'il était là pour dire des choses qui les concernaient eux-mêmes capitalement, des choses auxquelles ils croyaient profondément. Alors c'est là qu'intervient Trotsky. Trotsky dit dans ses mémoires, j'ai souvent entendu Jaurès, c'était toujours la même chose et c'était jamais la même chose. Parce qu'il avait tellement vécu ce qu'il disait Jaurès qu'il trouvait toujours une idée nouvelle, une formule nouvelle, une présentation nouvelle. Et Trotsky ajoute, il mobilisait en nous des forces cachées. Je me rappelle que Guéhenno, il n'y a pas longtemps, dans son beau livre l'année dernière, je crois, qui s'appelle Changer la vie, dit que la première fois qu'il a entendu Jaurès, il se sentait tout près de pleurer, tellement Jaurès s'adressait au fond de lui à ce qu'il avait de meilleur. Et je me rappelle que dans sa thèse, Jaurès a parlé de ce cœur du cœur dont parle Shakespeare. Lui-même s'adresse, voyez-vous, dans chacun d'entre nous, au cœur du cœur, à ce que nous avons de plus profond et de meilleur. Jamais, en effet, Jaurès n'est un orateur méchant. Jamais d'envie. Il ne veut faire de mal qu'au mal. Descendons un peu plus profondément dans cette âme assez secrète, finalement, parce qu'il a très peu parlé de lui-même. Beaucoup de tristesse dans cette vie, beaucoup de tristesse. Son mariage, d'abord. Il s'était marié en 1886 avec cette petite Louise Bois qu'il aimait et qui n'a pas cessé d'aimer. De même que Jaurès a été en politique l'homme d'une seule idée, il a toujours été, si surprenant que cela semble, l'homme d'une seule femme. Surtout dans ce milieu politique, surtout avec les migrants, les brillants et les autres qui cherchaient toujours à avoir des maîtresses décoratives, réquisitionnées dans le personnel des théâtres subventionnés. Ben lui, pas du tout, il n'y avait que Louise Bois. Seulement il s'est produit ceci, que cette petite Louise Bois était très ambitieuse. Elle a eu l'impression qu'elle s'était, qu'est-ce que je vous dirais, qu'elle s'était trompée sur la marchandise avec son mari. Quand elle l'avait épousé, jeune députée, elle s'était dit, il va faire une grande carrière. Et elle avait vu les camarades avancer, camarades comme Briand, comme Mitterrand, comme Viviani, ils devenaient tous ministres. Et lui, il va mourir simple député. Parce que c'est pas la même chose, la politique, pour lui ou pour un migrant. Pour Mitterrand, il s'agissait d'arriver. Pour Jaurès, il s'agissait de convaincre. Le pouvoir, ça l'intéressait pas. S'il ne pouvait pas en faire quelque chose d'important pour ses idées. Alors, Madame Jaurès, quand elle a vu que décidément son mari était, comme elle disait, un bêta, un gros bêta, elle s'est complètement désintéressée de son action. Elle sortait plus, elle vivait avec une robe de chambre toute la journée, s'intéressait absolument pas à ce qu'il faisait et il en souffrait profondément. Nous avons très peu de lettres de lui à sa femme parce qu'il était presque toujours là. On n'a que des lettres quand il est allé en Amérique du Sud pour une tournée de conférences en 1911. Ces lettres sont poignantes, presque un peu déchirantes, tant on voit qu'il n'est pas aimé, qu'il voudrait l'être. Pensez donc dans une lettre de novembre, je crois, ou de septembre 1911, il envoie des vers à sa femme. Il y a 23 ans qu'ils sont mariés. Enfin, je vous demande un peu. Alors, je pense qu'elle a dû sourire de ses vers, mais lui, il y mettait tout son cœur. Puis, il y avait autre chose. C'était les deux enfants. Un garçon et une fille. Le garçon, c'était parfait. Il aimait beaucoup son fils Louis. Ce petit, quand son père est mort, il avait 14 ans. Il s'intéressait déjà beaucoup à ce que faisait son père. Toutes les fois qu'il y avait une interpellation de Jaurès à la chambre, il y allait. Il était passionné de cinéma. Il s'occupait beaucoup de sport, ce garçon. Enfin, son père n'avait que des satisfactions avec le petit. Ben, ce petit va être soldat. Pendant la guerre, il va même devancer l'appel et il finira par se faire tuer à la tête de sa section comme aspirant sur le front en juin 1918. Maintenant, il y a la fille. J'ai peine à vous en parler, je veux être bref, parce que c'est tout de même trop près. Toutes sortes de drames. Jaurès a beaucoup souffert à cause de sa fille. En 1907, on sait qu'entre deux discours qu'il avait à prononcer à la Chambre, il a été obligé de faire les 1600 km aller-retour de Paris-Toulouse en toute hâte pour tirer sa fille d'un mauvais pas. Elle a voulu se marier en 1909 avec quelqu'un que Jaurès connaissait et désapprouvait le mariage en lui disant « ça n'ira pas, je ne peux pas faire confiance à ce garçon » et effectivement, elle divorcera. Et puis voilà la pire des choses. Elle a eu, avec ce mauvais mari, elle a eu un enfant qui est né hydrocéphale et sourd-muet. C'était un épouvantable déchirement pour Jaurès qui n'en parlait à personne. Et puis d'autres tristesses encore plus profondes qui tenaient à son action même. Il se rappellera toujours, il le dit dans des textes de 13 et 14, ce que ça avait été que le lancement du socialisme en 93. Quelle allégresse, disait-il, quelle pureté, comme nous y croyions tous. Mais grandissait beaucoup le Parti socialiste. Savez-vous que les socialistes étaient plus de 100 aux élections de 1914 ? Ça ne rassurait pas Jaurès, parce qu'il avait l'impression que de plus en plus entraient dans le socialisme des gens qu'il considérait comme un tremplin, comme un marchepied. Il y a même une fois où il s'est risqué à parler de cette odeur d'âme morte dont il est entouré. Je ne sais pas si vous connaissez une photo de lui très saisissante que je voudrais vous montrer. C'est la photo du mur des fédérés. Le mur des fédérés, vous savez, c'est là où les combattants de la Commune
ont lutté jusqu'au dernier souffle. Le Parti communiste va encore aujourd'hui, les socialistes peut-être, faire un pèlerinage chaque année à la fin de mai à ce mur des fédérés. Jaurès y allait avec ses compagnons et la photo que vous voyez est une photo de 1913. Regardez un peu ces visages. Ce sont des visages sans lumière. Ce sont des gens qui sont assez satisfaits d'être là. Puis alors Jaurès a ce regard inquiet, troublé, malheureux. Le regard de quelqu'un qui se demande, non pas s'il est dans la bonne voie, mais s'il s'est fait écouter. À côté de lui, il y a le vieux vaillant, tout blanc, un ancien de la commune. Puis à côté, un autre visage si satisfait, si gras, si paisible. Jaurès sent bien que tout ne va pas pour le mieux dans son action. Il dit aussi, j'aime bien quand je parle, constituer autour de moi une espèce d'âme commune. Je donne à la foule ce que j'ai de meilleur. Mais lorsque la foule se disperse, vous savez, il n'y a rien de plus éphémère qu'une âme commune. Alors les gens, un instant, parlent de ce qu'ils ont entendu. Puis après, ils retournent à leurs affaires. Et comme dit Jaurès, à leur lâcheté et à leur bestialité. Et je voudrais vous citer un mot de lui qui est caché dans un petit coin de son Armée Nouvelle. On ne lit plus l'Armée Nouvelle. Et pourtant, il y a là au chapitre 10 des pages extraordinaires où Jaurès laisse entendre ce qui est le fond de sa pensée et glisse ceci. J'ai en moi une arrière-pensée devant ce monde si cruellement ambigu, une arrière-pensée sans laquelle la vie de l'esprit me paraîtrait à peine tolérable. Eh bien, nous arrivons à ce que je considère comme le plus important dans cette émission. Je voudrais vous expliquer l'arrière-pensée de Jaurès, parce que je la connais bien, parce qu'il n'y avait qu'à lire, en somme, sa thèse de 1892. Et ne me dites pas que cette thèse de 92, elle était dépassée, absolument pas, puisqu'à la tribune de la Chambre, le 24 janvier 1910, Jaurès a prononcé ce jour-là, 24 janvier, un discours philosophique, oui, un discours métaphysique. C'est incroyable, vous savez, aujourd'hui, je ne vois pas qui à la Chambre française pourrait faire un discours métaphysique sans qu'on lui coupe la parole. Et il a dit dans ce discours, j'ai, il y a 20 ans, dans un livre, dit ce que je pensais sur la nature et sur Dieu. Et je n'ai pas à y changer une syllabe. Ce livre est resté la substance même de ma pensée. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Qu'est-ce que c'est que l'arrière-pensée de Jaurès? Eh bien la voici. Voyez-vous, Jaurès, c'est quelqu'un qui vit dans ce qu'on pourrait appeler un environnement cosmique. Un homme qui pense au fait que nous sommes environnés par les constellations. Et dans sa thèse secondaire, il y a ceci que je trouve très beau, cette simple phrase, « La Terre est dans le ciel et comme mêlée au ciel ». Il raconte que quand il était gamin à Sainte-Barbe, il avait donc 17 ans, quoi. Un jour qu'il ne dormait pas, il avait vu au dortoir, par la demi-fenêtre qui était au-dessus de son lit, une étoile qui brillait. Et un sentiment double était entré en lui, dit-il. D'abord, le sentiment d'une espèce d'amitié de l'infini, d'une tendresse, je ne sais quelle tendresse qui lui venait de cette étoile. Puis tout de suite après, il avait dit, mon Dieu, que c'est absurde. Une tendresse de l'étoile, mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne sommes rien devant les étoiles. Nous sommes infimes, nous sommes perdus, nous sommes devant un abîme d'indifférence. Eh bien, c'est là où il se répond à lui-même, un peu à cause de Pascal, qu'il avait bien pratiqué. Il dit, mais non, je me trompe, en parlant du fait que nous sommes petits, que nous sommes minuscules, en face de l'immensité cosmique ou sidérale. Tous ces mots que j'emploie, petit, minuscule, dit Jaurès, c'est un vocabulaire impropre, c'est un vocabulaire spatial. Et l'esprit n'est pas spatial. L'esprit n'est pas justiciable du système métrique. Nous avons en dedans de nous un esprit qui est capable de concevoir l'univers. Notre esprit a pouvoir sur l'univers. Par conséquent, nous ne sommes pas négligeables. Et cet homme qui a perdu la foi, qui n'est plus chrétien, et qui n'a confiance que dans la science, et qui dit que l'humanité, c'est comme une grande commission d'enquête dans le monde, il ne faut faire confiance qu'à cette recherche, cet homme dit, mais la science, elle nous a appris des choses considérables. Premièrement, elle nous a montré l'évolution. L'évolution, ça veut dire que tous les êtres se développent selon une certaine ligne, que nous, créateurs humaines, nous venons, comme les autres espèces, de cette première cellule initiale, de ce premier battement, de cette première palpitation dans les boues originelles. L'homme est dans la série. Et l'homme, il a la pensée, il a la réflexion. Alors il fallait bien, puisque cette pensée n'est pas venue miraculeusement du dehors, il fallait bien que dès la première cellule, cette première pulsation dont je vous parlais, la pensée soit déjà là, cachée, latente, dormante, mais vivante. Alors, dit Jaurès, la matière que nous prenons pour inerte est là devant les découvertes atomiques. La matière, elle est un nœud de forces inouïes. Et en réalité, dit-il, la matière, c'est comme la virtualité de l'esprit. Première idée de la science. Deuxièmement, cette évolution, dit-il, Claude Bernard a montré qu'elle était orientée, qu'elle va dans une certaine direction. C'est Claude Bernard qui a parlé d'une idée directrice de l'évolution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, idée directrice?
Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement une poussée de l'antérieur, mais un appel de l'ultérieur. Comme si l'évolution répondait à un plan, comme s'il y avait quelque chose qui était devant elle qui l'aimantait. L'évolution marche dans une certaine direction, répond à un certain appel. Alors dit-il, voyez-vous, et il dit ça aux incroyants qui l'entourent, lui qui n'est plus chrétien, il leur dit, la science que l'on a pris pour la négation du divin, la science en réalité c'est la démonstration expérimentale de Dieu. Mais Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas se payer de mots. On en tire des effets avec ce mot quand on ne sait pas ce qu'on met dessous. Jaurès a une idée de Dieu et il dit, pratiquons la même méthode d'investigation du donné, cette fois pas seulement l'investigation du donné spatial, sidéral, mais du donné humain. Qu'est-ce que nous sommes, créatures humaines? Eh bien, dit-il, de même que l'existence de nos poumons prouve qu'il y a quelque chose à respirer. Nous n'aurions pas de poumons s'il n'y avait pas d'atmosphère. De même, ces aspirations, ces exigences qui sont dans chacun de nous, tout le monde désire ce que l'on appelle l'ordre, la justice, la vérité. Ces exigences, ces aspirations prouvent qu'il y a quelque chose à aspirer. Parce qu'on n'aspirerait pas s'il n'y avait pas quelque part, on ne sait où, une totalité de la vérité, de la justice et de l'amour. Eh bien, c'est ça que j'appelle Dieu, dit-il. Ce Dieu-là, c'est un centre de flamme. C'est pas ce Dieu qui se fait, dont parlait un Diderot peu pressé qu'il se fasse. C'est pas non plus ce Dieu gazeux ou gélatineux ou comme ectoplasmique du père Renan. C'est pas le Dieu en poudre du jansénisme, du panthéisme. C'est un Dieu quelqu'un, dit Jaurès. Et il a cette formule que j'ai apprise par cœur, que je tiens à vous dire, qui est presque du Teilhard de Chardin. L'univers, dans une évolution passionnée, remonte à l'amour qui en est la source. Oui, c'est du Jaurès. Et Jaurès dit que l'histoire, Marx a bien raison de dire que les phénomènes économiques y comptent premièrement, mais à côté des phénomènes économiques, il y a l'aspiration humaine, il y a cette espèce de réponse torturée et balbutiante de l'humanité à une proposition sublime. Et le socialisme. Pour lui, qu'est-ce que c'est? Mais il l'explique 20 fois, 40 fois, et on ne l'écoute pas. Il dit le socialisme, les socialistes sont des gens qui ont pris au sérieux cette vieille prière que les chrétiens disent sans même y penser, que le règne de Dieu arrive sur la terre comme au ciel. Mais ils le disent, les chrétiens, puis ils n'y pensent pas. Et la plupart des chrétiens sont des gens qui deviennent sceptiques quand on leur parle de la justice ici-bas. Pourtant, eux-mêmes, chaque jour, disent que la justice, que le règne de Dieu arrive sur la terre comme au ciel. Eh bien, les socialistes sont des gens qui essayent de réaliser ça, un peu de justice sur la terre. Et d'autre part, dit-il, dans le capitalisme, dans le système économique actuel de désordre, la créature humaine, c'est du Jaurès, elle est enfoncée jusqu'au cœur dans la matière, parce qu'elle est sous l'écrasement économique et sous l'écrasement militaire. Nous, les socialistes, nous voudrions faire que cette créature puisse être libre, puisse être capable de penser à autre chose qu'à manger. Il faudrait, dit-il, que l'on puisse rendre aux hommes ce sentiment qu'ils n'ont de valeur, c'est du Jaurès, qu'ils n'ont de valeur que comme expression de l'infini. Et lorsque Viviani, transfuge du socialiste devenu réputé ou ministre radical, à la tribune de la Chambre le 8 novembre 1906, déclare fièrement « Nous avons éteint dans le ciel des lumières qu'on ne rallumera plus », j'aurais été malheureux de l'entendre dire ça, parce que les lumières dans le ciel, les constellations, tout son désir à lui, c'est que les hommes les reconnaissent, s'aperçoivent qu'elles sont là, délivrance aux âmes captives. C'est ça le socialisme pour Jaurès. Eh bien j'ai fini. Cet homme qui a été tellement haï, qu'est-ce que c'était au fond? C'était un homme d'espérance et l'homme d'un certain amour. Un homme d'espérance, c'est lui qui le dit, le socialisme. Le socialisme, c'est quelque chose qui voudrait essayer de construire pour l'humanité une maison d'espérance. L'espérance de Jaurès, elle dépasse même le plan de la terre, car il dit, devant le corps de son ami Pressensé, qui était mort en janvier 1914, et lui-même va mourir en juillet, il dit, comment voulez-vous que l'âme ne soit pas immortelle, préservée qu'elle est du néant, par cet infini même où elle a établi sa demeure, quand elle aime la justice et la vérité.